En réponse à la demande de plusieurs personnes qui semblent s'intéresser au sujet de la nourriture pranique, j'ai le goût de proposer un partage à partir d'une toute petite expérience que je fais de la nourriture pranique depuis un peu plus d'1 mois. Tout simplement par amour du partage, mais aussi sachant que ce sujet vous interpelle. Évidemment, il n'y a d'aucune façon pour moi l'idée de vous inciter à, mais juste de transmettre quelques connaissances et un petit peu d'expérience, la mienne et celle de quelques personnes praniques que je connais. Et vous voyez comment ça résonne en vous, éventuellement, si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, je vais commencer par la petite expérience que j'ai de cette nourriture pranique. En fait, ça a débuté il y a à peu près 1 an et demi. Alors que pendant 1 à 2 semaines, les mots prana et lumière arrivaient dans mon espace. Et je n'y ai pas fait très attention. Jusqu'à ce qu'un matin, je me lève et qu'il était tout simplement impossible de manger. Alors, je n'ai pas mangé. Et le midi non plus, et le soir non plus, et pendant une dizaine de jours. Je n'avais pas envie d'avaler quoi que ce soit. Cependant, il se produisait quelque chose d'assez désagréable, qui est que je m'affaiblissais, je n'avais presque plus, en tout cas j'avais très peu d'énergie, et j'ai perdu 4 kilos. Et ça ne me plaisait pas, et j'avais envie aussi de retrouver mon énergie habituelle. Donc, il était évident que je devais simplement recommencer à manger. Et puis, 6 mois après, est arrivée une énergie qui m'a traversée en lien avec la nourriture pranique, mais je ne sais pas trop mettre de mots là-dessus, mais ça m'a vraiment interpellée et ça a été une expérience, je dirais, de lumière en lien avec la nourriture pranique qui a été très forte, mais là aussi, ça a duré à peu près 2 jours. Et pendant ce temps, bon, bien sûr, je me suis informée, j'ai lu quelques livres, vidéos, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir exactement ce que c'était parce que je n'y connaissais rien. Et je me suis dit, je n'ai pas de volonté de me nourrir de prana, mais si ça doit se faire, ça se fera. Il y a environ 3 mois, j'ai appris qu'un de mes amis était devenu pranique, en comprenant la mécanique à propos de ça, qui est que nous ne sommes pas praniques, ou très peu, je crois que la majorité des gens sont un peu praniques, comme à 10%. Ça veut dire que 90% de leurs capteurs praniques sont retournés vers l'intérieur, donc inopérants. Et à peu près 10% sont tournés vers l'extérieur, ce qui fait qu'on capte toujours un peu de prana. Et quand mon ami, qui s'appelle Étienne, a compris ça, cette révélation, cette information a fait en sorte que tous ces capteurs praniques se sont tournés vers l'extérieur. Et comme c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible et qui a d'extraordinaires perceptions extrasensorielles, il a tout de suite senti que chez lui, ça s'ouvrait. Et que la personne avec qui il était au restaurant, qui lui a donné cette information, en même temps, ça s'est ouvert pour lui, c'est-à-dire que ses capteurs praniques se sont tournés vers l'extérieur. Quand j'ai su ça, quelques semaines après, cet ami Étienne venait passer une journée à la maison, je savais que je deviendrais pranique, c'est-à-dire je savais que mes capteurs allaient s'ouvrir en sa présence. Alors, il y a comme quelque chose en nous qui sait un peu ce genre de choses. Oui, 1 heure après sa présence chez moi, ça s'est fait, ça s'est ouvert. Ce que je pourrais dire à propos de ça, c'est que l'expérience que j'en fais depuis plusieurs semaines, c'est vraiment de ressentir, non, de percevoir, c'est plutôt une perception, de percevoir que j'absorbe quelque chose. Parfois je le sens moins, et ça dépend aussi de comment je mets mon attention dessus.
Et c'était une expérience très agréable pour moi. Il y a quelques semaines, j'étais à un concert en plein air, où il y avait une belle chorale, une trentaine de voix, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce concert. Et je pouvais juste me rendre compte, à la fin de la soirée, que j'étais tellement nourrie, que j'étais vraiment gavée de prana de musique. Et je savais que c'était du prana de musique. Bon, c'est comme si le fait que ça entre via la musique, c'est comme juste une coquille extérieure, mais le prana, c'est la lumière qui est l'essence de toute chose, qui finalement pénètre en soi. Mais je peux voir, je peux ressentir la différence entre le prana de la musique et le prana du vent, le prana d'un nuage, ou d'un fruit, ou de quoi que ce soit d'autre. On peut percevoir un peu le goût du prana. Et à l'intérieur de ça, ben, il y a ce qu'il y a au cœur de toute chose, la lumière divine, le substrat unique, à partir de quoi toute chose est faite. Alors, qu'est-ce que ça change, en tout cas dans ma vie, de savoir ça et de vivre ça? Principalement, c'est que, officiellement, il n'y a plus de besoin de nourriture physique. Ce qui ne veut pas dire que je n'en prends plus. Pour la simple raison que mon corps est habitué depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire plusieurs vies, à se nourrir de nourriture matérielle. Donc mon corps s'attend à ce que je lui donne de la nourriture. Et puis, le mental croit des choses. Hein, ce matin, quand on était en méditation, j'ai vu qu'il restait un bout de croyance, et il en reste peut-être d'autres, mais il y avait ce bout de croyance-là. Je sentais une petite douleur au début de l'estomac, au niveau du pilar. Et cette croyance, c'était ne pas manger, c'est la déchéance. Alors, je sais bien que c'est une croyance, donc j'ai pu juste la regarder et laisser passer, parce que ce n'est pas la vérité ultime. Je sais profondément qu'on peut vivre sans se nourrir de nourriture matérielle, à condition qu'on se nourrisse de nourriture immatérielle. Et il est évident que quelqu'un dont les capteurs praniques ne sont pas ouverts, que si cette personne n'ingurgite pas de nourriture physique, c'est-à-dire qu'elle est en jeûne, et que d'ici 40 jours, elle va mourir. Donc, on ne peut pas dire ce ne sont que des croyances. Dans un certain système dans lequel nous sommes, si on ne mange pas, on meurt. Quand on a accès à l'autre système et que nos capteurs praniques sont ouverts, ce n'est plus nécessaire et on peut commencer à se passer de nourriture. Alors pour certains, ça se fait d'une façon plus drastique. Pour la plupart des gens, il y a vraiment un long processus de deuil et de détachement de la nourriture physique et des liquides, bien sûr, pour arriver à être totalement pranique. Quelqu'un qui est totalement pranique est quelqu'un qui n'ingère aucune nourriture solide et aucun liquide. Ce qu'on peut voir dans notre mode d'alimentation, c'est que au début de la chaîne, on va dire, on est carnivore. Et même avant les carnivores, on a toutes sortes de dépendances, peut-être à l'alcool, aux drogues, et en tant que carnivore, bien évidemment, à toutes les viandes, au sucre, au sel, au gras, et bon, on a une alimentation qui est plutôt lourde, qui bien sûr nous alourdit. Et sans dire qu'on fait tout le processus de A à Z, mais après carnivore, généralement on devient végétarien, et ensuite on devient végétalien, et ensuite on devient crudivore, et ensuite on devient fructivore, et ensuite on devient liquidien ou inédien. Le mot inédit est beaucoup plus souvent utilisé. Et ensuite, on devient vraiment pranique, c'est-à-dire qu'on se nourrit exclusivement de lumière. Et quand les capteurs sont ouverts, on peut le faire,
mais il y a tout un processus pour se détacher de tout le reste qui prend un certain temps. Alors, chez les personnes dont les capteurs praniques sont complètement ouverts, certains le vivent en continuant de s'alimenter un peu, par convivialité, parce que c'est agréable, ou pour quelque raison que ce soit. D'autres ont vraiment le goût d'aller au bout et de se nourrir exclusivement de prenard. Alors, bien sûr, il y a tous les cas d'espèces qui sont possibles. Je me suis intéressée aux grands praniques contemporains et ceux qui sont décédés. On a tous entendu parler de Marthe Robin, de Thérèse Newman, de Padre Pio, de Balayudi pour certains qui ont fait quelques stages avec moi. J'ai souvent parlé de Balayudi qui a été 40 ans sans boire, sans manger et lui-même sans bouger le corps. Il a été 40 ans en méditation. Et on peut dire que ceux qui sont bien connus sont surtout liés à la spiritualité, alors que je vous expliquerai tout à l'heure comment le fait d'être pranique n'est pas forcément lié à la spiritualité. Je ne dirais pas qu'il n'y a aucun rapport, mais ce n'est pas forcément lié. Alors il y a ces grands praniques mystiques que l'on connaît, et puis il y a les praniques contemporains, et parmi ceux que je connais, évidemment, il y a Jasmine qui a fait un travail absolument extraordinaire pour faire connaître ce type de nourriture et qui a écrit des livres, qui accompagne des gens, qui a fait un site, qui a aidé beaucoup de gens à devenir praniques. Et c'est vraiment une pionnière qui a mis en place le fameux processus de 21 jours, dont notamment la première semaine, c'est abstention totale de nourriture et de liquide pour vraiment casser les mécanismes. Et c'est une semaine qui est très, très dure. Et ensuite, bon, il y a des petites permissions d'ajouter certains liquides pendant les autres 14 jours. Donc, vous avez toute l'information sur Internet si vous tapez Jasmine. Elle parle très bien de ce qu'est son processus. Et ensuite, j'ai pris contact l'année dernière avec Henri Montfort, qui est un Breton, qui accompagne les gens aussi, notamment par des rencontres de 21 jours. Il accompagne les gens, mais avec peut-être un petit peu plus de souplesse. Et lui, notamment, quand il a lu le livre de Yasmine, il s'est dit, moi je suis un chaman, je vais me donner quelques libertés. Donc, dans la première semaine, s'il avait envie de prendre un petit café ou un peu d'eau ou un peu de jus, il se donnait cette permission-là pour ne pas trop créer de résistance dans son corps. Donc, on sent déjà un assouplissement avec Henri Montfort. Et puis, il y a Alina Rouel, qui a aussi mis quelques très belles vidéos sur YouTube, qui connaît ces processus, qui les a fait, mais qui a accédé à la nourriture pranique d'une autre façon. Et c'est curieux parce que j'ai le sentiment c'est comme s'il y avait des centaines d'années entre ces trois personnes-là, mais il y a à peine 15 ans. Et ce que propose Alina, c'est, bon, elle a été interpellée très très jeune par la nourriture pranique. Elle est devenue pranique spontanément à l'âge de 18 ans pendant à peu près un mois. Et puis après, il y a eu tout ce travail, ce processus de libération, de guérison, pour vraiment laisser passer la lumière. Et elle dit notamment sur une de ses vidéos qu'en avril 2014, c'était un jour de Pâques, elle savait que moi je le dis dans mes mots, que ses capteurs étaient ouverts, donc elle était pranique, qu'elle se nourrissait de prana. Et l'année qui a suivi a été une année justement de dépouillement, de deuil, de transformation, où des jours elle mangeait, des jours moins, 3-4 jours à manger, 3-4 jours sans manger. Bon, elle explique très bien tout ce qu'elle a vécu durant ce processus. Et depuis l'année qui a suivi, elle se nourrit uniquement d'eau.
Et son but, c'est vraiment d'arrêter de boire complètement. Elle se dit encore gourmande d'eau. Je trouve ça tellement mignon, cette grande gourmandise d'Alina qui prend de temps en temps une gorgée d'eau, mais qui aspire bien sûr à ne plus en boire. Elle est parfois 2 ou 3 semaines sans boire, et puis après, il y a une demande du corps, donc elle boit. Et bon, voilà, le processus est en train de bouger. Alors, je peux juste, avec beaucoup de joie et d'émerveillement, observer comment tout ça est en train d'évoluer. Je vous dis souvent que depuis 2012, les énergies changent sur la Terre, le taux vibratoire augmente et sont actuellement possibles des choses qui étaient impossibles il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et on est en train d'évoluer et de bouger au niveau de la conscience à une vitesse, une vitesse grand V. Ce qui fait que ce qui était juste il y a 15 ans peut se passer différemment. C'est encore juste. Certaines personnes vont vivre ce processus et ça peut durer pendant des années, tout ce processus de se déshabituer de manger. Mais on voit que ça a tendance à s'alléger. Et maintenant, moi, ça s'est fait juste par le contact de quelqu'un qui était pranique, dont quelqu'un dont les capteurs étaient ouverts. Et depuis ce temps, au moins 3 ou 4 personnes, à ma connaissance, sont devenues praniques juste à mon contact. Absolument pas quelque chose qu'on peut décider, ni vous ni moi. Je n'ai pas décidé que toi, Jean-Claude, tu allais devenir pranique. Alors, tout ça pour vous dire que c'est tellement, tellement important maintenant, et particulièrement depuis quelques années, de ne pas prendre le passé comme une référence. Le passé n'est plus une référence. Nous avons de moins en moins de références. Il nous est proposé vraiment de rester ouvert et de croire que ce qui n'était pas possible avant est maintenant possible. Donc l'idée, c'est, si vous avez à devenir pranique, vous le deviendrez, et si ce n'est pas pour vous, eh bien ça sera. Mais vous pourriez avoir l'élan de faire quelque chose dans ce sens, de vous documenter davantage, de suivre le processus de 21 jours, mais il y a des personnes qui ont suivi le processus de 21 jours et qui ont dû s'arrêter en cours de route parce que ça ne s'ouvrait pas et que finalement ils étaient en jeûne. Et que le jeûne n'est pas un mode d'alimentation, le jeûne est un mode de purification et qui doit être contrôlé, qui doit être fait d'une façon méthodique avec des personnes qui s'y connaissent, parce que ce qui se produit, et ça me paraît extrêmement important de faire cette mise en garde, on ne décide pas d'être pranique, et si on décide d'arrêter de manger, ben, après un jeûne trop long, évidemment, il y a des problèmes qui s'en suivent, sinon la mort. Donc, on ne badine pas avec ces choses-là. Soyez extrêmement, extrêmement vigilants par rapport à toute cette question. Voilà. Et juste pour revenir à tout ce processus dans lequel nous sommes et dans comment les choses se présentent, je parlais tout à l'heure de carnivore jusqu'à pranique. Je dirais forcément, on mange moins de viande, plus de légumes, de céréales et tout ça, mais aussi au niveau des quantités que quelque chose d'important se joue. Par exemple, moi j'ai toujours été quelqu'un qui mangeait très peu. Actuellement, je continue de me nourrir un peu. Je mangeais ce midi un tout petit peu de salade. Ah oui, j'ai craqué pour le clafoutis ou cerises de Philippe. Mais je me rends compte que 2 ou 3 bouchées, c'est largement suffisant. Peut-être même qu'une, ça aurait été suffisant. Mais j'aime bien juste être un peu gourmande pour me faire plaisir, sachant qu'une cuillerée, ça suffit, mais 3, c'est quand même encore agréable. Alors, comme j'ai du plaisir, ben, je peux manger un petit peu. Alors, normalement, je mange peu ou pas le matin et le midi et un petit peu le soir, parce que c'est ce qui me convient. Et Alina dit qu'elle, par contre, dans sa période un repas, elle prenait un bon repas, mais copieux, au milieu de la journée, vers 14 ou 16 heures. C'est ce qui lui convenait. Alors chacun crée sa petite recette pour se sentir bien et en même temps aller avec ses aspirations les plus profondes.
Et concernant les aspirations, je vous disais tout à l'heure que depuis que j'ai été interpellée par la nourriture pranique, donc il y a un peu plus d'1 an, je me disais, moi ça ne m'intéresse pas, et si ça doit se faire, ça se fera. Et je le disais en toute honnêteté. Et puis un jour, il y a peut-être 2 mois, je suis comme descendue profondément en moi. Est-ce que vraiment je m'en fous? Non. Au fond de moi, j'avais très envie d'être pranique. Sauf que ma tête ne le savait pas. Et je lui ai dit à ma tête, au fond du fond, j'ai envie de ça. Et pourquoi j'ai envie de ça? Parce que se nourrir de prana, je le dis, et il y a quelque chose de doux et de bon qui se passe en moi, c'est se nourrir de lumière pure. Et j'ai cette aspiration au plus profond de moi d'aspirer cette lumière, de l'absorber, de la vivre, de la porter, de la rayonner et de n'être que cette lumière. Et pour moi, l'éveil me permet de vivre dans l'espace de la vérité de qui je suis, mais je n'ai pas la prétention d'être au bout de ce chemin, de vivre et de véhiculer la lumière dans tous les espaces de ma vie et dans tous les instants de ma vie. Et pour moi, le prana n'est pas une fin en soi, mais simplement un moyen qui m'aide à vivre davantage de cette lumière et dans cette lumière. Alors, au fond de moi, je le voulais très profondément et très intensément. Je sens que vous buvez mes paroles. C'est beau. Elles sont pleines de prana. Vous êtes en train de vous gaver de ce prana. Est-ce que dans ton cas à toi ou d'autres personnes qui sont cliniciennes, est-ce que les constantes biologiques restent les mêmes? Est-ce que les fonctions vitales sont... Tout ça se transforme. Moi, j'ai déjà bien senti une transformation au niveau de mes organes. D'abord, digérer les aliments, même si je mangeais peu et végétarien, j'ai un estomac qui est un petit peu sensible, un petit peu fragile, mais qu'est-ce qu'il est content de ne plus avoir de travail. Et je sens que mes organes digestifs, non seulement sont au repos, mais sont plus ouverts et plus lumineux, comme plus rayonnants. Donc, ils sont en train de se transformer. Et ça fait un peu plus d'1 mois, donc on verra bien comment ça va évoluer dans le temps. Alors, c'est sûr qu'à manger très peu, à boire très peu, évidemment, au niveau de la vessie et des intestins, bon, ces fonctions-là fonctionnent très peu. Très peu. Et bon, chez les personnes qui ne se nourrissent plus du tout, c'est complètement arrêté. C'est complètement arrêté. Ça n'a plus d'utilité. Dans ce sens-là, ça sert à autre chose, ça a un autre rayonnement. Alina parle de connexion avec le cosmos, avec d'autres planètes. Ce n'est pas l'expérience que j'en ai actuellement. Peut-être qu'il me sera donné de vivre ça ou autre chose, je n'en sais rien. Mais nos organes qui avaient une certaine fonction, un certain taux vibratoire, occupent une autre fonction quand ils sont gorgés de lumière et qu'ils n'ont plus à remplir les fonctions primaires qu'elles ont remplies pendant tant d'années. Donc ça fait un énorme repos et je pouvais expérimenter, notamment la semaine dernière, alors que j'étais en vacances avec des amis, qu'on a fait plusieurs grandes randonnées de 6 ou 7 heures de marche avec d'importants dénivelés de 700-800 mètres, et que je n'avais rien mangé le matin, rien mangé le midi. Par précaution, je m'apportais 2 dattes. En cas de besoin, je me dis, j'ai toujours 2 dates pour me secourir. Donc, ça me donnait une petite sécurité de dire, si j'ai faim, je ne vais pas défaillir. Donc, c'était juste, la première journée, je crois que j'en ai mangé 1, peut-être même les 2. J'étais très gourmande. Mais j'ai remplacé dans mon petit sac et je partais avec mes 2 dates. Et les jours suivants, je suis revenue avec mes dates. Mais j'avais une énergie extraordinaire.
quel était le nom qu'on me donnait? La gazelle. La gazelle. La gazelle, oui, parce que j'avais une grande légèreté, beaucoup d'énergie et pas de fatigue. Donc, toute cette fatigue liée à la digestion, c'est une grande, grande économie qui nous laisse beaucoup de disponibilité énergétique, ce qui fait que les heures de sommeil ont commencé à se réduire, d'1 à 2 heures par nuit, parfois un peu plus. Et puis, qu'est-ce que ça laisse comme temps durant la journée? Qu'est-ce que ça laisse comme temps? Plus de courses à faire, plus de repas à préparer, plus de dessert. Ah, c'est le qui. Ce que j'observe par ailleurs, c'est que ça vous fait sourire, ils me disent « Ah oui, ah oui, ah oui ». Ben, moi aussi, je disais ça, « Ah oui, c'est chouette ». Mais je me lève le matin et il y a un grand vide. J'aimais bien préparer mon petit café. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté le café le matin. Et ce que je me rendais compte, c'est combien j'aimais prendre ma petite cafetière italienne, la dévisser, mettre de l'eau, mettre du petit café dans le filtre, sentir le café, le revisser, le mettre sur le gaz pour chauffer. Ils sont beaux ces gestes. Ils étaient pleins de la présence. Et choisir la petite tasse que j'aime, une belle petite tasse blanche avec, tu sais, vraiment qui me plaît, des petites dentelles. C'était agréable. Tous ces gestes, ils étaient pleins de beauté, pleins d'amour. Il n'y a plus ces gestes. Alors au début, j'ai dit, ben zut, je continue le café. Et puis ensuite, ben, je suis passée au thé, parce que c'est aussi beau de préparer le thé dans la belle théière, et le bon thé des moines qui sent si bon. Et là aussi, j'ai des petites tasses à thé. Tu vois, toutes mes petites habitudes, mes petits rituels qui sont beaux. Et jusqu'à me lever et dire, bon, ce matin, il n'y aura rien. Et d'aller dehors, respirer les fleurs, regarder la nature, balayer la terrasse et commencer la journée différemment. Mais ça fait un vide. Et ça demande un certain temps d'adaptation pour composer avec ce vide. C'est beau d'un côté, c'est beau cette liberté. Mais après, on a besoin de vraiment l'apprivoiser et d'être à l'écoute. Et là, j'en suis encore à la période des tentations. Tu vois, j'ai craqué devant le clafoutis aux cerises de... Ben oui. Alors, je sais qu'il arrivera un moment où les tentations ne vont plus m'affecter. Mais actuellement, elles m'affectent encore. Donc, j'adore succomber à la tentation. Et je succombe bien. Mais je sais que c'est une étape, ça va passer. Et je n'ai pas envie de me faire trop de misère ou d'être restrictive, donc je vais au minimum et je ne veux pas que ce soit difficile, donc je succombe et je succombe. Mais je sens que quelque chose bouge tous les jours. Et j'ai pu rapidement faire le parallèle avec le fait que plus je mange, moins je me sens bien. Et moins je mange, plus je me sens bien, plus mes perceptions sont fines, plus c'est léger, plus mon énergie est fine et légère. Alors ça, c'est une belle motivation pour, quand j'ai envie de succomber à la tentation, de temps en temps, je peux en laisser passer une ou deux, je me dis, mais je vais être contente après de ne pas avoir pris la 3e bouchée dont je n'ai pas besoin. Ce que j'ai observé aussi, c'est, hier soir, j'étais en train de répondre à quelques mails. Et bon, c'était pas un mail de personnes à propos de la spiritualité, mais c'était plutôt quelque chose au niveau de l'administration. Quelqu'un qui n'a pas compris, qui a mal fait dans l'administration, particulièrement en France, c'est pas toujours très simple. Alors là, ça m'a un peu énervée. Et là, j'ai senti tout de suite que là, quelque chose se crispait en moi, et là, j'aurais bien mangé quelque chose. Et j'avais mis de la musique ici, c'était une très très belle musique hébraïque qui est très
très parlante à l'âme. Je me suis connectée sur cette musique et j'ai senti que pas besoin de manger, juste à se détendre. Et alors on a l'habitude, quand il y a une petite déception, une petite crispation, de gérer ça par la nourriture. Alors on devient de plus en plus conscient de pourquoi on mange. On mange souvent pour de très mauvaises raisons. Et j'ai aussi vu que, n'ayant pas de pause repas, le matin ni midi, je continuais à vaquer à mes occupations toute la journée, répondre à des mails, ou à aller marcher, à faire ceci, à faire cela. Et je me retrouvais à 19h le soir, complètement crevée et fatiguée. Alors je me suis dit, ben, je suis fatiguée, il faut que je mange. Alors je mangeais. Et finalement, ce n'est pas la nourriture, surtout que les capteurs sont ouverts, donc ce n'est pas la nourriture physique qui me fait du bien, c'est le fait de me reposer. Alors maintenant, je me rends compte que quand je suis fatiguée, j'ai qu'à me reposer, j'ai pas besoin de manger. Alors, on mange pour toutes sortes de raisons, pour nos émotions, pour la fatigue, pour gérer sa fatigue, par convivialité, par habitude, par amour des rituels, et j'en passe, et des meilleurs. Donc le fait de moins manger permet vraiment de mettre sa conscience sur toutes ces raisons et de s'en dépouiller, de s'en départir peu à peu et de voir que arrive un moment où il n'y a plus vraiment besoin de nourriture physique, si les capteurs sont ouverts. Est-ce qu'ils peuvent se refermer? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'il se peut qu'on ait vécu une expérience pranique et qu'on s'en soit pas rendu compte? Oui. Genre un beau spectacle, comme tu disais, on en sort galvanisé, on ne dort pas de la nuit, on n'est pas fatigué. Est-ce que c'est du prana qu'on a pris? C'est possible que tu aies, je n'en sais rien, mais c'est possible que tu aies absorbé beaucoup de prana, que ça t'ait donné beaucoup d'énergie et que finalement, il n'y avait pas besoin de dormir, donc le corps n'avait pas besoin de tomber en sommeil et que la conscience est restée bien réveillée. C'est très possible. D'ailleurs, durant les stages, on a principalement deux types de réactions. Il y a ceux qui mangent beaucoup moins parce qu'ils se nourrissent d'autres choses. Et il y a ceux qui, parce qu'ils sentent un vide, vont être portés à manger plus. Et c'est parfois un jour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans une manière, un mode de fonctionnement ou un autre. Comment on peut savoir qu'on est pranique ou pas? Remettez-vous à votre propre sensibilité et voyez ce qui se passe quand vous ne mangez pas. Et tant de personnes ne le savaient pas au départ, ont suivi le processus de 21 jours et ça a marché quand même. Donc, il y a d'autres chemins qui n'est pas le mien, qui fonctionnent très bien. Donc, à ce moment-là, je vais vous référer aux autres personnes qui proposent le processus et qui vont vous accompagner sur ce chemin de probablement une ouverture progressive des capteurs, en même temps que de se déshabituer de la nourriture physique. C'est ce que je peux dire de mieux maintenant. Maintenant, si la question m'est posée à nouveau dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, la réponse sera peut-être tout à fait différente. Mais c'est la réponse de ce 22 juillet 2016. Et chez une personne qui a une diminution respiratoire, un problème pulmonaire, Ouais. est-ce que c'est compatible que les capteurs puissent quand même s'ouvrir et dans ce cas-là fonctionner? Complètement. Les capteurs praniques n'ont rien à voir avec une maladie, physiologique ou bien avec un niveau de conscience. Il y a des animaux domestiques qui sont praniques, il y a des animaux sauvages qui sont praniques, il y a des personnes qui sont devenues praniques, et ce n'est pas un spirituel. Donc, ça n'a pas à voir avec le niveau de conscience. Mais quand je dis que ça n'a pas à voir, j'ai mis une réserve parce qu'en fait, cette personne-là, qui n'est pas sur un chemin spirituel, donc qui n'est pas intéressée à la nourriture pranique, donc il n'était pas, ça fait déjà 1 mois et ça commence à bouger un peu. C'est beaucoup moins absolu que ça ne l'était. Mais je peux très bien entrevoir que quelqu'un a les capteurs ouverts, ne soit pas sur un chemin spirituel et ne tienne pas compte de ça. Tout comme il y a des personnes qui sont riches et qui vivent comme des pauvres. Hein?
c'est pas incompatible. On est capable de grands paradoxes, nous, les êtres humains. Donc, ce n'est pas lié au niveau de conscience, ce n'est pas lié à une capacité particulière. J'ai le sentiment, par contre, que en tout cas, je ne suis pas étonnée que ce soit plus facile maintenant qu'il y a 10 ans ou il y a 50 ans. Compte tenu justement de ces grandes transformations sur la planète, que les corps se transforment et notamment nos organes digestifs vont servir à autre chose. Et c'est là qu'on peut éventuellement faire un lien avec la spiritualité. Donc il n'y a peut-être pas un lien de cause à effet, mais il y a tout de même un lien. Donc ta maladie pulmonaire pourrait au contraire bénéficier de cette nourriture pranique pour guérir. C'est une mutation en fait, parce qu'on est, C'est une mutation. On est né avec des organes pour digérer. C'est-à-dire que oui, au départ, on est pranique. Et ensuite, on commence à téter le sein. Et ensuite, on commence à nous donner de la nourriture solide. Et là, bon, et ça fait quand même quelques milliers d'années que ça dure, ce mode de fonctionnement. Mais un enfant naît pranique, c'est juste... pendant très longtemps, on naissait pranique, puis on s'alimentait de nourriture solide et jusqu'à notre mort. Aujourd'hui, ce n'est pas jusqu'à la mort. Pour certains, ça s'arrête en chemin. Tout comme il y a quand même certaines similitudes avec l'éveil. Si la plupart des gens naissent sans ego, l'ego prend forme généralement vers l'âge de 5-6 ans et quitte la personne souvent à l'âge de la mort, mais pour un certain nombre de personnes de plus en plus croissant, ce fonctionnement à partir de l'ego s'arrête maintenant avant la mort. Et c'est maintenant que ça se passe sur la planète. C'est pas il y a 50 ans, on est vraiment à une ère très favorable pour ça. Et on sait que chez beaucoup de gens, il y a les croyances, ce qu'on m'a dit, ce que je veux. Alors tout se passe dans la tête et le vivant, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas comment ils vont. Ils ne savent pas comment va leur cœur, ils ne savent pas comment va leur dos. Ils se réveillent un jour, mais ça fait 3 mois que j'ai mal dans le dos. Ah ben c'est peut-être le temps de commencer à s'en occuper. Mais il y a des gens qui ne sont pas près de leur corps, qui ne sont pas près de leurs émotions, qui ne sont pas près de leur mental. Quand je dis être prêt, c'est être prêt avec amour, non pas pour râler contre son mental qui travaille trop fort, mais être présent à son mental avec une présence bienveillante. Si on n'est pas près de soi, il peut se produire de grandes transformations. D'ailleurs, vous pouvez devenir pranique et ne jamais vous en rendre compte parce que vous n'aurez plus faim, mais si vous n'écoutez pas la faim, vous ne vous en rendrez pas compte. Donc, c'est important d'être présent à son corps pour voir comment il évolue, comment il bouge, quels sont ses besoins. Ce que j'avais besoin il y a 1 mois ou il y a 6 mois, c'est peut-être plus approprié maintenant. Donc, la condition essentielle pour vraiment bien vivre ces changements, c'est la conscience, la conscience, la conscience de pourquoi je mange pas, de qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, de qu'est-ce qui s'opère, qu'est-ce qui est là aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare. Conscience, conscience, conscience. Et là, on est sur un chemin de nourriture pranique qui se vit en conscience et qui va vraiment transformer les personnes. C'est très près aussi de ce qui se passe au niveau du yoga. Le yoga, c'est vraiment tout un travail avec le corps et l'esprit pour s'unir à Dieu. C'est le sens de yoga, c'est l'union divine. Pour un grand nombre de personnes, c'est juste une façon d'être un peu plus souple et de faire un peu d'exercice. Pour des personnes, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que le contact avec quelqu'un qui est pranique permet d'ouvrir les capteurs d'une personne? J'en sais rien. J'en sais rien et en même temps, je peux voir que combien de personnes, dont moi, s'est éveillé juste à rencontrer quelqu'un qui était éveillé. Gangaji, quand je l'ai rencontré, parlait anglais et moi pas.
Donc, c'est pas ce qu'elle a dit qui m'a convaincue. Donc, j'écoutais, je forçais pas à comprendre, de toute façon, je comprenais si peu. Mais elle dit, Gangaji, je trouve ça très beau, quand l'ouverture rencontre l'ouverture, quelque chose de la même fréquence se connecte. Et ça se passe. Je sais très bien que ce n'est pas ce que je vous dis, voire même ce qu'on fait ensemble. Il y a des personnes qui se sont éveillées en regardant une vidéo, ou en lisant mon livre, ou durant un stage. Mais je ne fais rien de particulier pour dire, bon, mais toi, ce serait le moment, allez, je vais... Donc, on peut juste voir que par effet de résonance, on peut connaître l'éveil, on peut connaître la guérison. Il y a des gens qui portent la guérison en eux, on les rencontre, et on ne sait pas pourquoi, mais on se sent mieux après. Ben, on peut voir qu'actuellement, et actuellement, ça se passe comme ça pour beaucoup de gens au niveau du prana, mais je ne l'ai jamais entendu dire. Je le dis parce que c'est juste mon vécu et c'est l'expérience d'Étienne, mon ami. Donc, c'est ce qu'on vit, simplement, on le partage. Est-ce qu'il y a une... pour localiser les capteurs ou c'est plus... Ils sont partout. Sur le corps physique? Le corps astral. C'est le corps astral qui est lié au prana. On peut aller plus loin dans l'idée de la mutation et se dire que l'étape suivante serait de cesser de respirer. Les grands yogis passent de très très longs moments sans respirer. C'est le résultat d'années de pratique, de maîtrise de sa respiration, de maîtrise sur le corps. Alors les grands yogis y arrivent, mais en résultat de nombreuses années de travail. J'ai l'idée que dans quelques années, ça pourrait représenter beaucoup moins de travail pour arriver à vivre sans respirer et que finalement, non seulement les organes digestifs, mais aussi les organes respiratoires puissent servir à autre chose. Et que particulièrement les personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires puissent bien sûr guérir et utiliser les organes pour d'autres raisons. L'étape suivante, on ne revient plus du tout ici. Ouais. Ah, ça serait bien. On est passé d'animaux vivant dans l'eau à ces animaux qui arrivaient sur la Terre. Donc, il y a eu toute une transformation pour cesser de vivre dans l'eau et commencer à respirer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu comme enfant avec le liquide amniotique. Donc, ce ne sont que des transformations, c'en est une de plus et il y en aura d'autres après. J'ai l'intuition qu'avec la cessation de la respiration et le prana, ça pourrait nous amener vers une transparence de cellules même. Plus il y a de lumière et moins il y a de choses qui fait obstruction à la lumière, mais plus on devient transparent, plus on devient lumineux aussi. Oui, j'en reviens un petit peu à la personne qui n'est pas spirituelle, donc qui peut devenir pranique. Mais à partir du moment où on ingère en fait la lumière divine, quelqu'un qui n'est pas spirituel, que va-t-il ingérer s'il n'est pas spirituel ou s'il n'a pas un côté justement spirituel? Il se nourrit de ce prana et parce qu'il a des croyances, continue de manger de la nourriture matérielle parce qu'il croit que c'est nécessaire. Et semble-t-il que ça peut très bien cohabiter. Il a encore faim. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette personne est consciente de la faim. Il croit qu'il a faim. Ouais. Et on peut parler de cette personne et même de nous. Combien de fois on mange sans faim? On mange par habitude, on mange parce que le repas est prêt. Alors, on peut très bien comprendre l'état d'esprit de cette personne-là parce qu'on l'a expérimenté des dizaines et des centaines de fois. Sauf que de temps en temps, si on a un retour vers soi, on peut dire, bon, aujourd'hui, je mange moins ou je mange différemment. Bon, voilà. Alors, c'est simplement ça qui se produit. Il n'y a pas d'écoute du corps. Il y a l'idée que je dois manger ceci ou cela parce que mon naturopathe me le dit, parce que j'ai lu un livre qui dit que c'est bon de manger des œufs le matin ou c'est bon de boire du jus. Donc voilà. Alors, on a toutes les écoles de pensée à propos de l'alimentation qui nous disent tout et son contraire.
Et parfois, on trouve l'école de pensée qui est bonne pour notre corps et des personnes disent, écoute, depuis que je ne mange plus de gluten, je me porte mieux. Bon, ben voilà une école de pensée qui va vraiment m'apporter un bien-être. Puis pour d'autres personnes, ça ne résout pas leurs problèmes. Ça doit prendre un autre chemin pour guérir. Donc, il n'y a pas un régime ou un système qui guérit tout le monde. Chacun trouve le régime qui lui convient pour se sentir mieux. En tout cas, Isabelle Erceau, elle dit que ses cheveux sont devenus plus épais, sa peau a changé. Enfin, au niveau physiologique, elle s'est améliorée. Ah oui, oui. Le sommeil, elle en a besoin de 3 ou 4 heures. Elle a une grande énergie, enfin surtout les Elle a soigné son cancer de l'utérus. Oui, alors elle a guéri un cancer de l'utérus, mais voilà, ça c'est un peu délicat à dire parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a fonctionné. Elle a pratiqué Amaroli, l'immunothérapie. Mais voilà, je pense qu'il faut rester prudent là-dessus parce qu'il faut tout le monde n'a pas cette capacité à ce moment-là. C'est ça. Et sans dire que, bon, allez-y à fond, ça va guérir toutes les maladies. On s'entend que c'est absolument pas ce le message. Mais on peut dire qu'elle est pranique et elle a guéri d'un cancer avec autre chose. Donc, on pose les choses et on ne va pas faire de grandes déductions, mais juste on dit, tiens, ça existe. Et j'ai aussi remarqué en juste 5 ou 6 semaines combien ma peau est plus douce. Hier, j'avais une jupe plus courte et je me disais, mais qu'est-ce que mes jambes sont douces? J'ai jamais vu des jambes douces comme ça, mais c'est vrai que... et le blanc des yeux qui a toujours été un peu rouge parce que justement il y avait cette fragilité à l'estomac, je sens que le blanc des yeux est plus blanc, mais qu'il y a encore du progrès à faire. C'est encore extrêmement récent. Donc, voilà. Et il y a évidemment quelques personnes qui ont perdu beaucoup de poids. Une personne que j'ai rencontrée récemment, qui avait quand même une bonne obésité. Ça s'est fait quand je l'ai rencontré, dans l'heure où je l'ai rencontré, et il a commencé à perdre 1 kilo par jour. Il boit un peu d'eau, il me dit un petit peu de jus de tomate, un petit peu tous les jours, et voilà, il est en train de fondre. Et sans aucun effort, il n'a pas envie de manger. Donc, voilà. Alors, il y a toute cette information que vous pouvez intégrer. Après, restez près de vous. Restez près de vous. Et je ne peux que vous raconter d'histoires de personnes qui ont un certain vécu en lien avec ça, mais quel est votre vécu à vous, que peut-être on pourra raconter un jour parce que ça pourra aider d'autres personnes. Donc, on a besoin d'avoir un certain nombre d'exemples assez variés pour que ce soit aidant, mais en même temps, pour se laisser tout l'espace d'être soi. On n'a pas besoin de ressembler à personne. On a juste besoin de trouver son propre chemin, qui est, entre autres, ça ne m'intéresse pas, maintenant. Et des gens qui ont dit, ça ne m'intéresse pas, maintenant. Les 3 ou 4 que j'ai entendu dire ça, ça a tenu quelques semaines. Alors, tenez bon, si ça ne vous intéresse pas, ne vous y intéressez pas. Et n'écoutez pas la vidéo et aucune, ça ne vous intéresse pas. De toute façon, c'est des conneries, ça ne marche pas, c'est des histoires. Et c'est pour ceux qui sont un peu fragiles du cerveau, et voilà. Et si ça se pouvait, ça se saurait. Ah oui, ça me fait penser, parce que il y a les expériences, mais c'est bien d'avoir différents regards. Donc, je vous ai parlé de Jasmine, d'Henri Montfort et de Alina Rouel. Il y a aussi un livre qui est fort intéressant, qui est Se nourrir de lumière, de Michael Werner, que j'ai acheté, mais qui est disponible gratuitement sur le web en version PDF. Donc, si vous avez envie de vous faire une petite lecture, c'est un scientifique. Donc, il a toute la rigueur des scientifiques pour parler de ça, sans inciter d'aucune façon. Il a fait le processus de 21 jours, il a interviewé plusieurs personnes. Donc, à titre informatif, ce livre peut éventuellement vous être utile. Nous sommes remplis de sensations corporelles et le mental traduit « j'ai faim ». C'est là qu'est l'erreur. J'ai une sensation, je la regarde, ah bon? Ben, il y a une sensation, c'est tout. J'ai rien à faire avec. Ou bien c'est une émotion.
ou bien c'est une habitude. Une relation avec l'odeur du quinoa qui sent bon, et hop, association, ah, j'ai faim. Mais non, j'ai pas faim, il y a tant d'associations qui sont faites dans le mental. On mange avec notre tête. Donc, c'est très beau tout ce travail de conscience qui nous permet de voir ça et de nous déprogrammer. Quand on voit à quel point on mange par habitude, par programmation, ben on peut commencer à changer un peu quelque chose. Et c'est vrai hein, que c'est un objet de plaisir. Et ce que j'observe en moi, c'est que j'ai tant d'autres objets de plaisir. Et notamment, le fait que les perceptions soient plus fines, d'avoir une énergie encore plus légère, c'est aussi très, très jouissant. Et je suis une jouisseuse de la vie. Et j'ai bien envie de continuer, juste que je déplace ma façon de jouir. Tout simplement. Comme nous l'avons fait à plusieurs reprises dans notre vie. Il y a la jouissance d'être à deux, mais la jouissance d'être seul, c'est bon aussi. Et la jouissance d'être en groupe, et la jouissance d'être en ville, et la jouissance d'être dans la nature. Mais la jouissance du silence, mais la jouissance de la musique, c'est énorme. Il y en a tant. Donc, on n'est pas à court d'idées pour jouir justement de différentes façons. Alors, si je peux continuer de jouir de l'odeur du quinoa, c'est possible. Est-ce que je peux ne pas le manger? Oui. J'ai déjà eu ma petite jouissance olfactive. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Éventuellement, on verra s'il y a lieu de faire une deuxième vidéo pour aller plus loin et peut-être vous partager l'expérience que je vis dans quelques semaines ou quelques mois pour voir un petit peu comment ça évolue, puis le faire avec quelques personnes qui vivent cette expérience également.